À quelques semaines de l'élection présidentielle, nous vous proposons toutes les semaines sur Radio J une histoire des présidentielles en compagnie de Christophe Dard. De 1848 à 2017, nous nous arrêtons à chaque épisode sur un scrutin en particulier. Nous avons déjà évoqué 4 élections et aujourd'hui, nous poursuivons notre feuilleton avec l'année 81. Cette année, les Français sont appelés aux urnes pour choisir celui ou celle qui gouvernera le pays pour 7 ans. Et pour la première fois, la présidentielle a lieu à l'issue d'un mandat complet du président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Avant de voir dans le détail l'organisation puis les résultats de cette élection, commençons par rappeler, Christophe, le contexte de ce scrutin. Et il se déroule alors que la France a traversé 2 chocs pétroliers, l'un conséquence de la guerre du Kippour en 73 et l'autre la révolution en Iran, y est pour beaucoup en 1979, avec à chaque fois une crise économique qui marque en fait la fin de ce que l'on a appelé les 30 glorieuses. Et politiquement, pour rapidement vous planter le décor, il y a 4 partis qui dominent l'échiquier politique, le RPR de Jacques Chirac, l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing et à gauche, 2 formations, le Parti socialiste et son leader François Mitterrand et le Parti communiste et son secrétaire général Georges Marchais. Il faut savoir qu'en ce début des années 80, c'est important, l'extrême droite est marginale, elle est divisée entre le Front National et le Parti des Forces Nouvelles, faible électoralement, puisqu'aux législatives de 1978, à titre d'exemple, leur candidat ne dépasse pas les 1%. Et le président Valéry Giscard d'Estaing a perdu beaucoup de popularité, d'abord en raison de la politique d'austérité liée à la crise économique, mais aussi en raison d'affaires dont la plus célèbre est celle des diamants de Bokassa. Et oui, en octobre 1979, le Canard enchaîné révèle que le dictateur centrafricain Jean Bédel Bokassa a remis des diamants de grande valeur à Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'à des membres de sa famille et de son entourage. Et puis il y a eu aussi les propos, ce n'est pas anodin, du Premier ministre Raymond Barre. Le 3 octobre 1980, l'attentat de la synagogue de la rue Copernic venait de se produire, 4 morts, 46 blessés. Premier attentat contre les Juifs en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Raymond Barre déclare alors: cet attentat odieux voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic, sous-entendant du coup implicitement que les Juifs n'étaient pas français. Cela n'empêche pas Valéry Giscard d'Estaing de se représenter pour un nouveau mandat. Alors il ne sera pas le seul à droite, puisque Jacques Chirac, le maire de Paris et ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, se lance dans la course à la présidentielle. Les tensions sont alors nombreuses entre les deux hommes, entre leurs partis, l'UDF et le RPR. Et oui, qui se voue une guerre au sein de la majorité depuis quelques années, mais il faut dire qu'à gauche, l'union n'est pas davantage au rendez-vous. Non plus, le programme commun de la gauche, qui avait permis à François Mitterrand, d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, d'être le candidat unique en 1974, a vécu. Et il y aura donc d'un côté Mitterrand, qui se présente déjà pour la 3e fois, mais dont d'ailleurs le leadership à la tête du Parti socialiste a été contesté un temps par Michel Rocard, son éternel rival, et puis de l'autre, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, qui commence toutefois sa lente érosion électorale, puisque le PS est devenu en quelques années la première force politique de gauche. Le déclin du PCF est notamment dû à l'alignement du parti sur l'URSS. Georges Marchais affirmant que le bilan des pays du bloc de l'Est est, je cite, globalement positif et soutenant l'invasion soviétique en Afghanistan en 1981. Et en mars 1980, le magazine L'Express publie des documents qui attestent que Georges Marchais est parti volontairement en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans les usines Messerschmitt. Georges Marchais affirme avoir été victime du service du travail obligatoire, le fameux STO, et déclare être rentré en France dans les premiers mois de l'année 1943, mais la date de son retour définitif en France reste quand même un sujet à controverse. Il n'est pas établi s'il est retourné en Allemagne ou s'il s'est caché jusqu'à la Libération. Alors les 4 membres représentent les 4 principaux partis, mais un homme a bien failli bouleverser tout cela, c'est l'humoriste Coluche. Eh oui, ce qui était au début une blague devient en effet de plus en plus sérieux. Coluche reçoit même le soutien d'intellectuels et culmine à 16% d'intention de vote, ce qui fait évidemment peur à gauche, mais aussi d'ailleurs chez Valéry Giscard d'Estaing, qui va même envoyer une circulaire aux maires pour les empêcher de parrainer Coluche, et l'humoriste reçoit même des menaces de mort. Finalement, donc la blague qui a mal tourné, finit par le retrait de la candidature de Coluche. Et cette élection de 1980 voit la présence de 6 autres candidats qui auront du mal à s'imposer. À droite, 2 candidats gaullistes se présentent, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle Michel Debré et Marie-France Garot, ancienne
ancienne conseillère de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac. Et citons à gauche aussi d'autres candidats. Arlette Caguillet pour Lutte ouvrière, deuxième candidature. Le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, qui lui représente les radicaux de gauche qui soutiennent d'emblée François Mitterrand. Et puis Huguette Bouchardot pour le Parti socialiste unifié. Et puis il y a aussi l'écologiste Brice Lalonde. En revanche, dans cette liste, pas de candidat d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen n'a pas réussi à obtenir ses 500 signatures, seuil qui a été mis en place pour pouvoir se présenter. La campagne bat son plein. François Mitterrand propose un programme de 110 propositions, marque les esprits par le fameux slogan « La force tranquille » et se dit favorable à l'abolition de la peine de mort. Georges Marchais veut lutter contre l'immigration et défend, comme François Mitterrand, des mesures sociales. Et Jacques Chirac, lui, pendant ce temps-là, défend un programme libéral très inspiré d'ailleurs dans le discours et la mise en scène des meetings et même des slogans de la campagne de Ronald Reagan aux États-Unis, vainqueur en 80. Et cela marche car il grimpe dans les sondages alors que dans le même temps, Valéry Giscard d'Estaing lui baisse. Plus de 36 millions de Français sont appelés aux urnes le 26 avril 1980 pour le premier tour. La participation atteint les 81%. Comme en 1974, les Français suivent à la soirée électorale devant leur écran de télévision et à 20h, les résultats tombent. Et oui, en tête, Valéry Giscard d'Estaing, 8 222 000 voix, 28,32%, suivi de François Mitterrand, 7 505 000 suffrages et 25,85%. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand sont donc qualifiés tous les deux pour le second tour. Derrière Jacques Chirac, loin derrière, 18%. Et puis Georges Marchais, grosse déception, 15,35%. Tous les autres candidats de cette élection de 81 sont à moins de 4%. Alors débute la campagne du second tour et le 5 mai, un débat est organisé entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Un échange plutôt tendu entre le président sortant et son adversaire socialiste. Comme en témoignent ces propos de François Mitterrand. D'abord, je n'aime pas beaucoup, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. C'est ce qu'on appelle une jolie punchline. Et oui, tout à fait. Le lendemain du débat, le 6 mai, le Canard enchaîné publie des documents montrant que le ministre du Budget, Maurice Papon, a été sous le régime de Vichy responsable de la déportation des Juifs à Bordeaux. Le journal titre en une « Papon aide de Caen ». Quand un ami de Giscard faisait déporter des Juifs, c'est l'entourage de François Mitterrand qui a transmis ces informations au Canard enchaîné. Et en 2017, Valéry Giscard d'Estaing confiera qu'au début de la campagne de 80, contre l'avis de ses conseillers, il s'est refusé d'utiliser contre Mitterrand une photo où celui-ci apparaît reçu en audience par le maréchal Pétain à la fin de l'année 1942. Il faut préciser que le père du président Giscard d'Estaing, Edmond Giscard d'Estaing, a été, comme François Mitterrand, décoré de la Francisque pendant la guerre. Au second tour, le 10 mai, la participation atteint plus de 85% et c'est François Mitterrand qui l'emporte avec 51,76% contre 48,24% pour Valéry Giscard d'Estaing. Il devient le 4e président de la 5e République. La gauche revient au pouvoir après 23 ans. Et au sein de l'électorat juif, François Mitterrand a bénéficié du rejet subi par Valéry Giscard d'Estaing en raison de la position française au Moyen-Orient et sans doute aussi des propos de Raymond Barre sur la rue Copernic. D'ailleurs, à cette période, le président du Renouveau juif, Henri Hachdenberg, le frère de Serge, le fondateur de notre radio, avait appelé au vote sanction contre la politique proche-orientale de Valéry Giscard d'Estaing le 27 avril 1980 à Paris lors de l'événement Les 12 heures pour Israël. Les déclarations du président sortant sur le droit à l'autodétermination des Palestiniens au cours de sa tournée au Proche-Orient avaient été critiquées. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des présidentielles consacré à l'élection de 1980 et au prochain épisode, nous évoquerons celle de 1988.